Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Sun Tzu écrivait dans l'art de la guerre « Connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En 100 batailles, vous ne courrez jamais aucun danger. » Un des grands ennemis de notre siècle est bien sûr le stress. Alors, avec Clémence, nous avons décidé de livrer bataille contre le stress négatif et chronique et de vous donner tous nos conseils pour que votre bien-être triomphe au quotidien. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien, toi aussi ? Ouais, au top, en cette journée ensoleillée. Ouais, tout va bien. Un peu frais, mais ça va. Bon, écoute, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode et dans lequel aujourd'hui nous allons échanger sur le stress. Ravie. Alors dis-moi, qu'est-ce que le stress ? Alors, c'est une vague question. Le stress, on peut le définir comme l'ensemble en fait des réactions qui sont produites par l'organisme pour s'adapter en fait à une situation quelle qu'elle soit qui transforme les habitudes. Donc il y a plein de mécanismes psychologiques, biologiques qui se mettent en place et on peut parler d'un réflexe. En fait, le corps agit par réflexe pour agir contre cette situation stressante. Pour se protéger un peu. Pour se protéger, exactement. Ok. Et alors du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps face à une situation stressante ? Alors, le corps, il réagit un peu sur 3 plans. On parle de symptômes physiques qu'on peut observer, tout le monde l'a observé face à n'importe quelle situation de stress, avec des maux de tête, des envies de vomir, des tensions musculaires, la respiration qui s'accélère d'un coup. Bon, après, chacun réagit de manière différente, mais en tout cas c'est des symptômes qu'on peut observer souvent. Après, on peut observer aussi des symptômes qui sont émotionnels, qui sont, d'un coup, on a très peur, on s'inquiète, on s'agite, on panique, la confiance en soi qui diminue, on trouve plus nos mots. La machine qui s'emballe. Voilà, la machine qui s'emballe et le corps qui ne suit plus et qui réagit face à cette situation de manière complètement... qui ne sait plus. Ouais, déboussolé complet. Déboussolé, ouais. Après, on peut aussi observer des symptômes qui sont comportementaux. Donc là, avec d'un coup, on se met à beaucoup fumer pour les gens qui fument, la caféine, le café, l'abus de télévision, le grignotage. L'alcool, quoi. Le grignotage. Le grignotage, exactement. On verra d'ailleurs après qu'il y a des hormones qui jouent sur ces grignotages-là. C'est pas un hasard si on mange n'importe quoi quand on est stressé ou qu'on a envie de sucre, de gras, c'est pas un hasard non plus. Et puis après, il y a aussi donc des comportementaux, l'isolement, de perception négative de la réalité. Enfin, il y a plein de... Voilà, il y a plein d'axes différents. Il y a plein d'axes différents sur sa façon de réagir face au stress. Ça c'est pour ce qui se passe au niveau, ce qu'on peut observer en tout cas au niveau de chaque individu face à une situation de stress. Les différents aspects, ok. Et du coup, plus physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Peut-être au niveau hormonal, qu'est-ce qui est sécrété, quels sont les enjeux ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline, qui en fait est sécrétée dans une situation d'urgence. Le corps, pour pallier de manière hyper rapide et efficace, il sécrète donc ces deux hormones-là, qu'on appelle communément les hormones du stress, justement. Elles sont... Là, le but de ces deux hormones, quand elles sont sécrétées, c'est vraiment pour agir hyper rapidement et pour que le corps engendre le plus d'énergie possible. Donner un coup de boost. Ouais, donner un coup de boost pour répondre rapidement donc, à ces situations. Il y a plusieurs choses au niveau du corps qui se manifestent quand il sécrète ces hormones-là. Donc déjà, c'est sécrété par les glandes surrénales, qui ensuite, donc ces deux hormones sont des neurotransmetteurs qui en fait, dont le but est de transmettre un message au cerveau pour dire là les gars, il faut se mobiliser, ça craint. Parce qu'on fuit, hein. Ouais, soit on fuit, soit on agit, mais il faut faire quelque chose. Ok. Donc voilà, elles sont sécrétées pour ça. Donc sur cette adrénaline et noradrénaline, donc ces neurotransmetteurs, on peut une fois qu'ils sont sécrétés donc pour répondre à ces situations stressantes, on observe différents comportements, ça se manifeste de manière différente sur le corps. Donc on peut observer une augmentation par exemple du rythme cardiaque, d'une augmentation du taux du niveau de vigilance, par exemple la dilatation aussi des voies respiratoires qui du coup permettent de mieux respirer et de sentir un peu, d'avoir l'impression qu'on respire mieux. L'augmentation du taux de glucose dans le sang également et une inhibition de la digestion. En fait, tout est mis en place pour qu'il y ait le maximum d'énergie et qu'on puisse réagir le plus rapidement possible. Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on fuit ? On devient un super-héros, quoi. On devient un super-héros. Ouais, exactement. On met la cape et on y va. C'est ça. Et donc après cette sécrétion-là d'adrénaline et noradrénaline, le corps, il va sécréter ce qu'on appelle le cortisol, qui est également une hormone du stress. D'ailleurs, c'est cette hormone du stress-là dont on parle le plus souvent. C'est vrai que l'adrénaline, la noradrénaline, on n'en parle pas. Et on parle plutôt de cortisol, mais d'une façon plus négative. Peut-être quand le stress devient trop fréquent. Et on doit pouvoir faire la différence entre le stress aigu et le stress chronique. Du coup, le bon et le mauvais stress. Ouais, exactement. En fait, c'est ça qui est important de souligner. Effectivement, on parle souvent plus de cortisol de manière négative. Après, l'adrénaline, on en parle un peu, mais plus dans des situations... c'est plus positif, c'est une situation de sport, on a un manège. On a souvent on parle d'une poussée d'adrénaline et on le voit un peu comme waouh, un truc... Oui, il y a des gens qui sont un peu accros d'ailleurs à cette poussée d'adrénaline. Ouais, et puis c'est aussi cette hormone-là qui rend accro en fait. Ouais. Le sport, souvent, quand on dit ça peut devenir une drogue, c'est justement cette hormone-là qui fait qu'on peut devenir du coup accro au sport notamment. Ouais. Donc effectivement, pour rebondir sur ta question, on peut parler on peut dire qu'il y a un mauvais et un bon stress. Là où le stress devient un peu embêtant, très embêtant, c'est quand effectivement il devient chronique. Et là en fait, pour reparler de ces hormones-là, d'une situation stressante quelle qu'elle soit, comme tout le monde en vit tous les jours ou souvent, donc il y a quand même un retour à l'équilibre. Il y a cette sécrétion d'hormones, d'adrénaline, noradrénaline, puis le cortisol. Et puis après, au bout d'un moment, le cortisol, naturellement, il diminue, quoi. Voilà, il diminue, on retourne à la normale et puis on reprend le cours des choses. Là, c'est un bon stress, voilà, dans le sport, dans la compétition, pour parler de ça, mais dans plein de choses différentes, c'est un bon stress. Par contre, là où ça devient embêtant, c'est quand en fait le stress devient chronique, par exemple au travail, un patron qui nous met trop de pression, ça peut être plein de choses différentes, mais en tout cas quand le stress devient quotidien, là c'est un problème, et là le cortisol est sécrété en fait de manière trop importante et le taux il ne diminue jamais. Et ça c'est très embêtant parce que ça va agir sur plein de choses. Ça va agir sur le sommeil, ça va agir sur le système immunitaire puisque le système immunitaire diminue. Enfin peut-être que
prise de poids, sur plein de choses, baisse de la libido. Parce qu'en fait, les hormones marchent toujours par paire. Donc quand il y en a une qui est trop sécrétée, il y en a d'autres qui sont moins sécrétées. Et là, on arrive à une situation de déséquilibre. Et c'est le problème. Faut pas que ça... Quand c'est trop de déséquilibre, évidemment, rien ne va. C'est la cata. C'est l'effet domino, ouais. Donc voilà, c'est à ce moment-là en fait où on parle de mauvais stress et de stress chronique, c'est quand le taux de cortisol ne diminue jamais et puis après sur le long terme, ça peut créer des maladies, ça peut se transformer en dépression, et après c'est un cercle vicieux quoi. Ouais, ça, comme je disais de toute façon en introduction, le stress c'est vraiment l'ennemi numéro 1 aujourd'hui de nos sociétés, qui va faire que ça va découler vers des situations pathologiques et des choses ancrées et que le bien-être des gens diminue à vue d'œil face à ces situations-là, quoi. Et toi, du coup, j'imagine que donc sur des impacts psychologiques, physiologiques du côté alimentaire, ça c'est... C'est sûr qu'il y a des effets sur nos comportements alimentaires. Globalement, ce qu'on va chercher dans une alimentation équilibrée à la base et adaptée, c'est d'amener, en plus de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps, tout ce qu'il faut pour que justement le corps reste à l'équilibre. Le stress, pour schématiser, va fatiguer notre organisme et va vieillir nos cellules de façon précoce. Et ça va donc du coup provoquer le dysfonctionnement. Côté alimentation, pour compenser, on va apporter des antioxydants, des anti-inflammatoires pour justement booster nos cellules, et on va essayer aussi du coup de limiter les excitants et ces aliments qui favorisent l'oxydation et l'inflammation cellulaire. Donc là, on sort des effets stress mécaniques. Là, on parle vraiment juste de l'alimentation et de certains aliments qui peuvent provoquer de l'inflammation, etc. Donc on va jouer sur ces deux axes-là. Et par exemple, on va limiter les excitants. Donc le café, on va essayer de le limiter à 3 par jour parce que le café a de bons effets. C'est effectivement du coup un excitant, ça va booster un petit peu, mais à partir de 3 cafés par jour, on va avoir les effets délétères plutôt que les effets bénéfiques. Donc on va faire attention à ça. Si on prend du thé, on va plutôt aller vers du thé vert qui a un effet antioxydant plutôt que le thé noir qui lui va être un peu comme le café, un petit peu plus irritant, et puis en plus il va aller plutôt taper dans les réserves de fer, il va empêcher l'assimilation du fer. Donc typiquement pour les femmes on fait quand même attention à ça. On limitera aussi les aliments transformés et ultra transformés, puisque tout ce que le corps ne reconnaît pas comme étant des choses naturelles, les E700 machins, les amidons et compagnie, le corps ne les reconnaît pas, donc du coup ça le fatigue et du coup ça entraîne aussi une forme de stress au niveau de la digestion. On contrôlera sa quantité de sucre et d'alcool, qui sont des aliments dont le corps n'a pas forcément besoin, et typiquement pour l'alcool, il va le reconnaître plus comme un poison. Donc il va y avoir un gros recrutement au niveau énergétique et un affolement au niveau cellulaire pour essayer d'éliminer ça. On consommera aussi quotidiennement des aliments riches en oméga 3 par exemple, qui sont des très bons anti-inflammatoires, donc encore plus pour les sportifs qui ont une dépense supplémentaire. Et puis on s'hydratera aussi de façon régulière avec de l'eau, qui est quand même la seule boisson dont le corps a vraiment besoin, quoi. Et après, en fonction, donc ça c'est peut-être une base un peu pour tout le monde. Après, est-ce que tu as besoin d'adapter justement tes recommandations ? Alors bien sûr, on fait ça au cas par cas, comme tu le disais tout à l'heure, en fonction des symptômes physiques et psychologiques de chacun, on aura des indications plus spécifiques. Il y a des personnes qui vont être atteintes un petit peu plus au niveau digestif, au niveau sommeil, etc. Par exemple, sur un symptôme majeur qui sont les troubles du sommeil, donc c'est un petit peu le cercle vicieux en fait. Un sommeil de mauvaise qualité va induire du stress. Et un stress peut aussi induire un sommeil de mauvaise qualité, puisque quand tu es stressé, ton cerveau il continue à être hyper actif tout le temps, tu n'arrives pas à faire un shutdown, à te reposer. Et du coup, le cerveau il est en ébullition aussi, comme ça marche aussi quand tu es stressé.
Donc voilà, ça c'est un cercle vicieux dont il est urgent de se sortir, non seulement pour pallier à la fatigue physique et intellectuelle, mais aussi pour éviter toutes les réactions en chaîne. Comme je disais tout à l'heure, en fait, la nuit, le corps il sécrète des hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps, typiquement, comme tu en parlais aussi, sur le système immunitaire, sur la récupération et la croissance musculaire, et aussi sur la motivation et la faim et les sensations de satiété. Donc lorsqu'on a des troubles du sommeil, on préconise d'augmenter la consommation de magnésium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a trop de cortisol qui est sécrété, en fait, ça va entraîner une fuite de magnésium. Au niveau des cellules, le magnésium va s'échapper, donc du coup, on va se retrouver en carence de magnésium. Magnésium qui, lui, va être là, notamment pour dire aux cellules neuronales, au cerveau, de se calmer. D'accord ? Les cellules nerveuses aussi. Donc voilà, là sur le magnésium, ça va être le gros du travail. Alors avant de foncer, de se supplémenter en pharmacie avec du magné B6, etc., d'ailleurs toujours associé de la vitamine B6 avec le magnésium, je devrais peut-être en prendre un peu d'ailleurs. On peut aussi enrichir son alimentation avec des aliments qui en contiennent déjà. Donc la banane, la fameuse banane, les noix de cajou, les amandes, on a aussi le chocolat noir. Donc ça c'est vraiment les symptômes pour les gourmands, on est content. Mon chocolat noir à 80%, on essaye. Tout ce qui est légumineuse, lentilles, pois chiches. Sans oublier aussi pour les gens qui n'aimeraient pas le chocolat ou les bananes, les œufs riches en magnésium. Donc ça, en fonction du goût aussi, chacun va trouver celle qui lui correspond. Mais on a Épar, on a Contrex, on a Rosanna, Kézak, Badois. Donc voilà, après j'ai bien dit enrichir, ça veut dire qu'on va pas ne manger que ça, on reste vraiment sur une base d'une alimentation équilibrée et on va juste faire attention dans les périodes un petit peu plus stressantes ou voilà, de bien faire attention d'avoir ces aliments de façon régulière dans son alimentation. Et côté humeur, j'imagine qu'il y a aussi des choses des aliments qui peuvent améliorer. Bien sûr, là c'est le grand deuxième symptôme, si ce n'est à part égale avec les problèmes de sommeil quand on est stressé. On vire des fois sur côté un petit peu déprime, anxiété, voire dépression. Et c'est le cortisol cette fois-ci qui va entraîner une diminution de la synthèse de l'hormone de la dopamine. En premier lieu, qui est l'hormone de la motivation. C'est une hormone qui est sécrétée aussi en fin de nuit, vers 6h du mat, et qui permet justement de bien se réveiller et d'avoir la niaque dès le matin, d'avoir envie d'aller bosser ou de faire ses activités, d'aller s'entraîner, etc. On a aussi la sérotonine qui sera coupée s'il y a trop de cortisol, et là c'est l'hormone du bonheur et du plaisir. Donc on voit l'effet direct sur l'humeur. Et ensuite la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc encore une fois ce cercle vicieux-là. Quand trop de cortisol, on dort mal. Si on dort mal, on sécrète moins de mélatonine. Si on sécrète moins de mélatonine, on dort mal. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un cercle vicieux, et à un moment il faut savoir couper court à ça. Donc du côté de l'alimentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer l'apport des matériaux, des précurseurs, ce qu'on appelle des précurseurs à la construction de ces hormones. Donc tout ce dont le corps a besoin pour pouvoir bien sécréter ces 3 hormones que je viens de citer, donc qui sont la tyrosine et le tryptophane, et aussi toutes les vitamines du groupe B. Ça marche, c'est un travail d'équipe le corps. On ne peut pas juste prendre de la prot ou de la BCA ou du magnésium. Tout seul, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit complet. Bon, déjà, la BCA, de toute façon, ça ne marche pas du tout. Donc du coup, là, on préconisera une alimentation qui soit bien riche en protéines animales de bonne qualité. Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs et même les abats qui sont très riches sur les petits bouts de protéines dont on a besoin. Les bonnes matières grasses comme les oléagineux, donc on va retrouver encore les amandes, les noix, mais aussi les graines de courge, l'huile de sésame, etc. Sans oublier les produits laitiers, encore une fois les bananes, les céréales complètes et la levure de bière pour tout ce qui est vitamines du groupe B, et les légumes de couleur verte. Il y a beaucoup d'antioxydants, beaucoup des bonnes vitamines, donc cela, on met toujours un petit peu de vert dans l'assiette. Ça fait du bien. Oui, exactement.
J'imagine aussi que, donc, que le stress peut créer des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Tu peux m'expliquer ? Alors bien sûr, il y a les troubles du comportement alimentaire, ça va être vraiment sur un autre côté plus psychologique que le corps peut faire apparaître. Et ça va être ce qu'on appelle des comportements alimentaires réconfortants. On va aller chercher du plaisir et ça va être donc le grignotage ou les envies d'aliments avec des excès de gras et de sucre parce que ce sont des aliments qui vont agir directement sur la zone du plaisir et de réconfort du cerveau. Donc on n'est pas bête non plus, quand on est en situation de stress, etc., on essaye de se calmer, pas toujours de la bonne façon, mais c'est une espèce de recherche de retour à l'équilibre. Il y a aussi un comportement qu'on voit souvent, on va sauter des repas. Parce qu'on n'a pas le temps, le midi, c'est souvent quoique non, je dis c'est souvent le repas du midi, il y a souvent aussi le petit-déj qu'on zappe, on prend un café, on repart, on n'est pas hydraté, on n'a pas mangé, tout va bien, le corps, il va super bien gérer sa journée. Donc voilà, ça, sauter des repas, insidieusement, ça va de nouveau provoquer du stress au corps parce que vous allez peut-être pas ressentir la faim, mais à un moment, lui, il va être en carence d'énergie, de vitamines, de minéraux. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en mode panique et sur le repas d'après, il va stocker. Même si vous mangez que des carottes, il va dire au corps stock. Il va dire, c'est ça, il va stocker les carottes. Donc on aura des cellules adipeuses toutes roses avec plein de bêta-carotène. Mais voilà, on est vraiment dans ce cycle-là. On va être aussi sur des effets où en fait on va plus pouvoir s'arrêter de manger. On va être dans le grignotage, mais aussi dans l'hyperphagie parce que on n'a pas petit déjeuner, on a sauté le repas du midi ou on a avalé un sandwich triangle devant son ordi. Le corps, il a même pas capté qu'on avait mangé. Donc le soir, on se pose, sas de décompression, on arrive à la maison et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la boîte de Pandore, le truc, voilà. Et on ne sait plus s'arrêter de manger. Il n'y a plus de syndrome de sensation de satiété qui arrive. On est vraiment en mode déconnecté, on mange, on se remplit. Et après, on regrette. Et après, on regrette, culpabilité, stress, mésestime, déprime. Voilà, on est vraiment dedans. Donc là, c'est sûr que tous ces comportements-là, ils peuvent être multifactoriels. On ne peut pas se baser juste sur une situation de stress. Mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir des repas suffisamment complets et équilibrés pour apaiser le corps et le cerveau sur ses besoins vitaux. Lui dire, ok, mon coco, t'inquiète pas, t'auras ce qu'il faut. En gros, à heure régulière, alors on n'est pas à 10 minutes près, mais essayer quand même de caler ces repas. Et puis du coup, quand il va y avoir le pic de stress qui arrive, ça va éviter au moment où il va bouffer, comme tu disais tout à l'heure, littéralement notre réserve de sucre, ce pic de sucre quand le stress arrive pour justement qu'on devienne ce super-héros, après le corps il a besoin qu'on le recharge. Donc si on a eu le bon repas suffisamment complet, on a les réserves et on n'a pas besoin d'aller baver devant le distributeur, devant la barre chocolatée ou de piquer le cookie que le collègue a amené innocemment au travail de bonne aloi, en voulant faire plaisir à tout le monde, mais du coup, ça nous évite de rentrer dans ce grignotage, quoi. Et côté digestion ? Alors côté digestion aussi, on adaptera forcément en fonction des symptômes parce que là encore c'est du cas par cas. Il y a des gens qui vont avoir de la constipation, d'autres au contraire de la diarrhée. On peut aussi aller sur des ballonnements, sur des remontées acides. Il y a des gens qui me disent je comprends pas, à partir de 16-17 heures, je me sens gonflée, je prends une taille au niveau du ventre, etc. Ils ont l'impression d'avoir mangé du chewing-gum ou ruminé toute la journée. Un peu ça, tu rumines quand tu es un peu en stress au boulot toute la journée. En fait, c'est juste le stress qui va provoquer ça. En fait, il y a tout qui est tendu tout le temps. Donc, les intestins sont tendus, l'estomac est tendu, les muscles sont tendus. Donc, tu gonfles. Mais en même temps, c'est un peu ça. T'es gonflé, t'en as marre, quoi. Donc, on souffle un coup, pète un coup, je sais pas. il faut trouver un truc, quoi. Donc, en gros, on a de quoi faire et c'est vraiment important de prendre en compte tous les aspects de la personne pour faire une prise en charge sur l'hygiène pas que sur l'hygiène alimentaire, mais sur l'hygiène de vie globale. Voilà, le stress, c'est vraiment, comme je te disais, multifactoriel et on a vraiment, vraiment de quoi faire. Et ce qu'il faut, c'est vraiment écouter la personne et trouver ce qui lui correspond à elle, donc en se basant en premier sur les symptômes et avec la prise en charge globale, quoi. Ok.
Et du coup, en parlant de prise en charge globale, côté nutrition, on a vu un petit peu. Et est-ce que maintenant, toi, tu peux nous expliquer au niveau de l'activité physique, comment elle peut nous aider à lutter contre le stress ? Ouais, alors effectivement, souvent on introduit l'activité physique comme un remède naturel justement pour nous aider à lutter contre le stress et à mieux le gérer surtout. Donc l'activité physique, en fait, déjà sur un plan physiologique, on verra qu'il y a le plan physiologique qui est réel, où il se passe vraiment des choses grâce à l'activité physique pour lutter justement contre ces situations stressantes et pour mieux les gérer. Et puis après, on a aussi sur un plan psychologique, où on verra aussi qu'il y a des réels effets qui permettent d'aller mieux dans sa tête et donc moins stressé dans le quotidien. Donc sur le plan physiologique, déjà on remarque que l'activité physique, elle renforce le système respiratoire, le système circulatoire, les organes vitaux comme le cœur, qui du coup en cas de stress aident à agir de manière positive sur une situation qui est stressante. Donc le fait de pouvoir améliorer ces différents systèmes, notamment le système respiratoire, sur une situation stressante, typiquement on a du mal à respirer, et d'agir du coup l'activité physique qui agit sur ce système respiratoire permet du coup au niveau respiratoire de mieux gérer cette situation stressante. Une capacité plus importante, du coup après tu as un retour au calme qui est plus rapide aussi. Exactement. Ouais, tu ne te mets pas en panique parce que tu respires plus. Voilà, il y a une situation de panique puisque le stress peut amener cette situation de panique, mais en tout cas elle est mieux gérée par le système respiratoire. Le cœur par exemple, pareil, qui du coup dans une activité physique est renforcé, c'est un muscle donc qui et du coup il s'habitue à monter haut. Exactement, en fréquence cardiaque et du coup à revenir plus rapidement. Donc c'est plus une situation unique, mais c'est une habitude. C'est une situation qui du coup qui s'est gérée, okay. Mieux gérée. Ouais, mieux gérée. Après il y a donc pour reparler de ces fameuses hormones puisqu'elles sont sécrétées aussi quand on fait du sport, les endorphines dont tu parlais tout à l'heure aussi, donc qui sont aussi appelées les hormones du bonheur, enfin l'hormone du bonheur qui fait cette sensation d'après-sport en disant sous la douche là, on est trop bien. On a envie de recommencer quoi. Autant juste avant d'y aller on fait c'est cool, on y retourne quand. Exactement. Donc à ce moment-là, programmez la prochaine séance dans votre agenda de suite. On reste sur ça. Voilà, tout de suite direct. Et donc ça c'est cette fameuse hormone qui nous rend mieux et bien. Et qui est libérée donc par le cerveau. Souvent, on compare cette hormone à la morphine, puisqu'elle elle a un rôle une action analgésique et une action anxiolytique, donc antidépresseur naturel et contre la douleur. Contre la douleur. On verra après quel sport... On verra après quel sport on peut préconiser justement par rapport à ces ce qui sécrète aussi plus ou moins ces hormones-là. Oui, parce qu'effectivement, il y a des sports qui peuvent plus te stresser peut-être et te faire un et effet puis en fait sur contraire. l'intensité, sur le temps d'exercice, etc. Sur tout ça, on sécrète plus ou moins telle hormone ou telle hormone. Donc après c'est chacun en adaptant, etc. Mais en tout cas en fonction de l'activité, en fonction du type d'effort et en fonction de l'intensité, on ne sécrète pas forcément les mêmes hormones. Les mêmes hormones au même moment. Okay. Au même moment, exactement. Donc on a parlé d'endorphine, on peut aussi parler de dopamine, qui est donc l'hormone de la récompense, qu'on sécrète justement, tout à l'heure je disais adrénaline, noradrénaline, et dans cette situation stressante, une fois que le corps est revenu à l'équilibre, il envoie une dose de dopamine et on se sent récompensé. On a bien géré cette situation, c'est trop bien. Donc ça, c'est l'hormone, c'est la dopamine qui est sécrétée après tout ce cirque hormonal. C'est aussi donc la dopamine qui permet de se sentir plus productif et moins fatigué. Souvent, c'est ce qui caractérise aussi cette hormone qu'on sécrète pendant l'activité physique. Plus on va en sécréter et plus on va se sentir plus productif et moins on va ressentir la fatigue.
Ouais, donc ça nous aide pendant la séance de sport, mais aussi sur le reste de la journée pour le boulot. Sur même la récupération musculaire, c'est sur du coup cette sensation d'être moins fatigué le matin. Typiquement, des fois on se dit on va faire du sport le matin, on a l'impression que voilà, qu'on va sortir, qu'on va être fatigué, que la journée elle va être longue, et en fait on se rend compte que c'est l'inverse parce que ça te booste de fou le matin. C'est plutôt cet effet-là. On sécrète aussi donc ces fameuses endorphines, dopamine qui nous rendent accros. Souvent quand on a l'impression de... Souvent on entend ça, oh là là, ça y est, c'est une drogue, et c'est un peu tout ça, s'explique. Ouais. C'est l'endorphine. On est accro au bonheur et au bien-être en même temps, il y a pire. Ouais, ça nous va, ça va, ça. Okay. Quand on en arrive là, c'est qu'on est bien. On sécrète aussi, donc il y a une production de noradrénaline et d'adrénaline, puisque donc c'est les hormones du stress, mais tout à l'heure donc on disait le bon stress et le mauvais stress. Typiquement ça rentre dans le bon stress, c'est-à-dire que c'est dans une situation... je sais pas, un rugbyman qui est sur un terrain et d'un coup il voit l'autre rugbyman qui arrive et qui vient pour le plaquer. Donc là, c'est dans la tête, c'est soit on le plaque, donc soit on fuit, soit on agit. Cette fameuse question après la sécrétion d'adrénaline. Donc là, il y a une production d'adrénaline puissance 10 pour se dire ok, est-ce que je fuis, est-ce que je fuis pas, est-ce que j'accepte le plaquage. Ça, c'est donc l'adrénaline qui en fait induit la motivation. Le fait de sécréter ça nous motive. Ouais. Donc ça, c'est le moment où on met la cape pour devenir les super-héros. Et on donne tout, quoi. Donc ça, sur une situation de sport, on le rencontre très souvent, et c'est un bon stress. En fait, on peut qualifier ça de bon stress. Le but de la noradrénaline, qui est sécrétée en parallèle de l'adrénaline, c'est une action sur les cellules grasses qui s'éliminent en fait plus rapidement. Et donc c'est cool. C'est cool. Ça aussi, il y a des activités physiques qui permettent plus cette sécrétion de noradrénaline, et du coup qui agit plus rapidement sur des cellules grasses. Elles permettent aussi, ces hormones, d'augmenter l'intensité des séances. En fait, plus on va sécréter ces hormones-là, et plus on va pouvoir avoir des séances qui s'intensifient et qui sont plus dures dans l'intensité. Et du coup, est-ce que, parce que souvent on dit qu'au plus on s'entraîne, au plus la sécrétion hormonale arrive tôt dans l'effort. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est quand même, il y a quand même des temps de travail sur des séances qui sont incompressibles, quoi. Qui sont incompressibles, ouais. Et puis, tu peux pas travailler 6 minutes. Non. Ouais. Même si tu as une intensité ultra importante, non, à un moment donné, alors tu vas en sécréter, bien sûr, mais il y a quand même des protocoles qui sont plus ou moins à respecter pour que l'intensité, elle se fait aussi en fonction de... Enfin, l'hormone sécrétée se fait en fonction de l'intensité du temps de travail. Et de la durée. Ouais. Okay. Après, tu progresses. C'est surtout plus dans la progression et dans l'habitude, en fait. Dans l'habitude. Ouais. C'est le fameux second souffle aussi dont on parle quand on commence à s'entraîner, par exemple, pour la course. Début, au bout de 40 minutes, on commence à être un petit peu mieux. Puis après, quand on est bien entraîné, au bout de 20 minutes, on sent ce second souffle qui arrive. Et ça y est, on a notre rythme et on part, quoi. Bah ça, c'est ces fameuses hormones, justement, qui sont sécrétées après. Je le redirai après, mais au bout de 30 minutes, souvent on préconise 30 minutes d'exercice pour que les endorphines soient sécrétées. Okay. Donc c'est aussi ce qui permet, comme l'endorphine dopamine, comme aussi la dopamine, elle inhibe la douleur. Souvent, c'est ce fameux second souffle dont on parle, qui est en fait, on se sent mieux et moins fatigué. Et on n'a plus de douleur, en fait. Ouais, donc ça nous permet de repartir et ça, c'est vraiment sur une durée de 30 minutes. Ok, d'accord. Mais par contre, voilà, ton corps s'adapte, tes cellules musculaires s'adaptent. T'as aussi d'autres choses physiologiques qui se passent et qui permettent de progresser et de... Ouais, puis je suppose que de toute façon, c'est pas 30 minutes dans le dur directement, parce que sinon, on va provoquer trop de stress aussi, risque de blessure, faut s'échauffer, faut... Oui, il y a tout un... Mais après, juste de manière scientifique, il faut 30 minutes pour sécréter ces hormones. Ok.
à intensité modérée. Après, par contre, ça peut être un peu plus court, jamais moins de 20 minutes, grosso modo. Mais par contre, sur une intensité un peu plus importante, là, tu sécrètes aussi. Mais par contre, quand t'es entraîné. Ah oui, par contre, voilà, il faut... Ça, je parle juste sur un plan physiologique et qu'est-ce qui se passe. Oui, avec expérimental, 20 minutes, au niveau après, de poupette, effectivement, il faut l'adapter, il faut être... il faut qu'on ne démarre pas avec 20 minutes de fractionner à se faire vomir pour sécréter les endorphines, quoi. Tant pis, les endorphines se sécréteront après 30 minutes plus modérées. Donc, non, il faut l'adapter, c'est hyper important. Ok. Et ensuite, on n'a pas parlé de sérotonine, en fait, qui est l'hormone de l'humeur, comme tu as parlé tout à l'heure aussi. Et en fait, l'activité physique va aussi agir là-dessus, puisqu'il va diminuer le taux de sérotonine. Et en fait, plus le taux est bas, je dis n'importe quoi, il va augmenter le taux de sérotonine. Et en fait, plus le taux est bas et plus l'humeur est basse. Et en fait, le sport va aussi permettre... donc il a un vrai, l'activité physique a un vrai pouvoir sur l'humeur, c'est pas une, ça se prouve là oui, c'est pas une utopie, c'est pas une utopie, c'est pas ah oui, le sport ça rend de bonne humeur, oui ça rend de bonne humeur, mais parce que vraiment il y a une action physiologique, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, quoi. Ok. Alors donc du coup là parce que je t'ai un peu coupé dans ton élan, mais est-ce que tu peux nous, si c'est possible, nous schématiser, on va dire, le sport idéal, la durée idéale, l'intensité idéale, en tout cas pour les gens là qui se sentent un peu stressés, qui ont envie de repartir du bon pied et plutôt qu'effectivement d'avoir recours à des médicaments ou des choses comme ça, essayer de positiver les choses et de rebooster son système hormonal et immunitaire avec le sport. Alors, oui. Effectivement, on a des activités physiques qui jouent plus ou moins sur ces productions d'hormones et sur aussi sur le plan psychologique, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, je l'ai abordé, mais sur le plan psychologique, on a aussi le sport agit beaucoup sur le psycho, puisqu'il a aussi, il permet aussi de trouver une volonté, et un sentiment d'amélioration, puisque plus on va s'entraîner et plus on va s'améliorer, et donc indirectement sur la confiance en soi, qui est aussi l'estime de soi, qui est aussi dans des situations, quand on est en situation de stress chronique, et ben la confiance en soi en général on est proche de zéro quand même. Donc l'activité physique permet aussi de se mettre des objectifs, et de vraiment de générer cet effet de volonté où on est fier de nous parce qu'on est allé, parce que c'était dur et parce qu'on on l'a fait. On s'est dépassé à ce moment-là. Voilà, donc ça, alors c'est indirectement à ta question, je reviendrai sur les types de sport, mais comme j'en ai pas parlé, je voulais vraiment revenir dessus, c'est hyper important. Ouais, et puis il faut faire attention aussi de se fixer les bons objectifs, c'est un peu comme dans tout, mais parce que le but, effectivement, que ce soit sportivement, nutritionnellement, dans le boulot, etc., c'est pas de se fixer des objectifs inatteignables et de foncer droit dans le mur, parce que là, on va travailler en sens contraire. On est sur de la mésestime puissance 10, donc il faut savoir, raison garder, c'est ma grand-mère qui parle, mais on me comprend, et se fixer, et c'est pour ça aussi que c'est bien d'être accompagné, de voir un peu où on en est, et puis de dire, ok, on se fixe ça comme objectif, ça peut être cool, et une fois que c'est atteint, on passe sur la montagne suivante, quoi. Ouais, t'as raison de le préciser, parce qu'effectivement, sinon, ça peut vite se transformer en situation inverse et se dire en fait je suis nulle, c'est juste parce que ton objectif il est pas adapté. Il est pas adapté. Moi je vois quand les patients arrivent et qui me disent je veux changer mon alimentation, je veux faire du sport, et ils s'inscrivent dans les salles alors qu'ils n'ont jamais fait de sport, qu'ils n'en ont pas fait depuis 10 ans et qu'ils veulent aller 1 à 2 heures tous les jours. Ça dure 1 mois et puis après ils se dégoûtent tellement qu'ils y vont plus du tout. Donc moi c'est ce que je leur dis en règle générale, je préfère qu'on commence par 1 à 2 séances, on augmente, mais je préfère moins de façon régulière que hyper intensif pour se dégoûter et rien faire derrière. C'est sûr. Et puis alors la salle aussi comme autre chose, mais l'activité physique, on se rend compte aussi qu'il y a des points positifs sur les interactions sociales, et les interactions sociales, souvent en situation stressante, en tout cas quand on n'est pas bien et qu'on est un peu on s'isole, on s'isole complètement, et en fait le sport permet justement, alors que ce soit en groupe à la salle de sport, même avec un coach tout seul, mais en tout cas ça permet de voir du monde, d'éviter cette situation d'isolement, quoi.
Donc pour répondre du coup à ta question, effectivement on se rend compte qu'il y a des sports qui sont plus ou moins adaptés et qui permettent donc de sécréter ces fameuses hormones. De manière générale, sur les différentes études qui ont été menées, on peut dire qu'à partir d'1 heure par semaine, on commence à... la machine est lancée. Ah oui, 1 heure par semaine. Ouais. D'accord. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Après, 1 heure par semaine, forcément, ça ira, ce sera moins rapide, on va moins voir les résultats et du coup on peut aussi se dégoûter assez rapidement si on se met au sport dans le but de se dire 1 heure par semaine pour que j'aille mieux, c'est aussi un peu utopique. Il faut quand même... Alors, 1 heure, c'est très bien, mais il faut faire attention à pas attendre trop justement de cette 1 heure et du coup d'être vite dégoûté parce encore que une c'est fois, pas efficace. L'accompagnement là est important. C'est hyper important. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une activité physique qui soit régulière et qui soit répétée. Plus elle va être répétée et régulière, plus les effets vont être positifs et rapides. On préconise donc dans les dernières études 5 fois par semaine, 30 minutes, intensité modérée. Mais l'intensité modérée, ça peut être de marcher, ça peut être d'aller au travail, ou alors d'y aller en vélo. L'activité modérée, c'est ça, c'est pas forcément... D'accord, t'es pas en mode transpi, non, juste le rythme cardiaque qui s'accélère un peu, qui nous permet d'avoir une activité, mais c'est pas 5 fois par semaine, ça fait beaucoup comme ça quand on entend, mais en soi, si on s'arrête 2 arrêts au métro avant d'aller au travail, ça fait partie de notre activité modérée. D'accord, ok. Et en plus d'être à l'air libre, donc c'est tout à son avantage. 20 minutes, sinon c'est 20 minutes d'intensité, donc plus. C'est-à-dire d'avoir... alors là par contre, pour le coup, c'est une vraie activité physique, donc un footing, du vélo, de la natation, avec du cardio, 3 fois par semaine. D'accord. On observe les effets à partir de 8 semaines, de manière grosso modo. Ok, donc 2 mois à s'entraîner 3 fois par semaine, au moins 20 minutes. Tu inclus une phase d'échauffement dans ces 20 minutes ou il faut le faire avant ? Toujours. Oui. J'avais pas fini ta question. Oui, de toute façon, il y a un échauffement. Après, dans les 20 minutes, là, si c'est une séance de 20 minutes, il y a l'échauffement dedans. Il y a l'échauffement. Ah d'accord, donc on rajoute pas l'échauffement. Donc dans les 20 minutes, il y a l'échauffement. Ok, donc vraiment, c'est vraiment accessible. Et et on va voir donc des effets sur le sommeil, sur un regain d'énergie, sur plein de choses. En fait. Sur plein de choses, ok. Et ce dont j'ai pas parlé et que je voulais parler donc de manière après plus précise sur la sécrétion d'adrénaline, noradrénaline. Tout à l'heure je disais qu'il y avait des sports qui permettaient plus cette sécrétion-là. On se rend compte que notamment sur des sports qui sont plus dans la puissance, c'est-à-dire des efforts de crossfit par exemple, de musculation, de sprint, d'efforts courts mais intenses, on va avoir plus de sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. D'accord. Et après sur des activités qui sont plus des activités physiques de cardio, donc avec de la natation, avec avec du vélo, avec de la course, qui sont du coup sur des intensités qui sont un peu moindres, mais sur des temps d'effort qui sont plus longs. Là, on va être plus sur des sécrétions d'endorphines et de dopamine. D'accord, oui, donc pareil, en fonction du bilan que tu peux faire avec tes coachés, tu vas les orienter plus vers du modéré long ou du HIIT court. Ouais, en fonction de leur planning ou les deux aussi. Les deux, ouais. C'est bien aussi d'avoir justement parce que en fonction de leur planning bien sûr. Après, c'est bien d'avoir des types d'efforts qui sont différents puisqu'on va jouer sur des choses qui sont différentes. C'est bien, c'est important de varier. Et après, le dernier type d'effort aussi dont je voulais parler, c'est sur des efforts qui sont plus doux et qui agissent du coup plus sur des efforts de respiration comme le yoga, le pilates, la relaxation, qui aussi vont avoir des effets hyper importants sur tout ce qui est respiration, sur contrôler justement ses émotions, apprendre à faire un bilan sur ses émotions, sur ce qu'on ressent,
et ensuite qui peuvent du coup agir aussi sur des situations de stress et qui peuvent nous faire du bien, sur nous réapprendre à respirer. Oui, la cohérence cardiaque aussi sur des moments de stress qui peuvent nous aider à redescendre au niveau cardiaque et à mieux gérer du coup ces situations-là. Ok. Voilà, donc on peut un peu diviser les types d'activités physiques de cette manière-là. Après, voilà, c'est bien d'avoir... c'est bien de faire des activités qui soient différentes, qui soient variées, qui soient régulières et répétées. Et qui nous font plaisir aussi. Et qui nous font plaisir, bien sûr. Ouais. La base, je le dis même plus parce que pour moi c'est naturel. C'est évident. Bon, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors encore une fois, de façon générale, et on répète que c'est bien d'être accompagné et d'adapter à chacun et à chaque moment de vie. Si on veut continuer cette discussion, on est joignable. MPMA, je sais pas comment. Bref, envoyez-nous des messages sur Insta et on continuera à discuter avec vous avec plaisir. Et puis nous, Clémence, on se retrouve le mois prochain. Sur les fleurs de Bach, si je me trompe pas, pour continuer à vous donner des conseils sur la gestion du stress, de vos émotions et pour aller sur un mieux-être et un bien-être au quotidien. Avec plaisir. Au mois prochain. Merci. Bonne journée. Salut. Nous espérons que vous avez appris des choses pour votre santé, votre bien-être et votre activité physique. Si vous voulez suivre Clémence, vous pouvez la retrouver sur passemcoaching.fr ou sur Insta @passem_coaching. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, je serai ravie de vous y répondre. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer. Keep moving, not too fast. I'm searching